édition du dimanche 26 janvier 2020. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Relations tumultueuses entre le président du JICAM et le directeur général des impôts. Dans une correspondance adressée au chef de l'État, Célestin Tawamba, se plaint de l'attitude de Modeste Mopac qui ferait preuve de méconnaissance de la réalité de l'entreprise et ne serait pas ouvert au dialogue et à la contradiction. Lecture de la presse, le patron du JICAM veut la tête du directeur général des impôts. Dans un instant, on analyse les contours de cette actualité économique. Ensuite, on dira un mot sur la sortie des anciens chefs d'État africains sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces derniers convoquent un forum sur la crise qui secoue le Cameroun en avril prochain. Et pour sortir, on évoquera le dernier rapport de Transparency International qui place le Cameroun à la 153e place sur les 180 pays évalués dans le cadre de l'indice de perception de la corruption. Mais avant, on dira rapidement un mot sur la campagne électorale qui a été lancée hier. On parle de tous ces sujets avec Denis Kwebo. Vous êtes journaliste, bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla, je suis content d'être là comme d'habitude. À côté de vous, nous recevons Eddy Mongori, il est économiste. Bonjour, monsieur Mongori, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Très heureux d'être avec vous. Bonjour. Edouard Fauchivé, opérateur économique. Bonjour, monsieur Fauchivé. Bonjour Léla, je suis là encore, ça fait 6 mois. Bonne année. À meilleur vœu. Peut-être un mot justement sur la régie au terminal à conteneurs au port de Douala. Comment ça se passe? Disons simplement que la régie, si on s'en tient aux données statistiques, la régie est fonctionnelle depuis 3 semaines. Oui. Et les indices en termes de ratio d'efficacité logistique du port, de la terre et des livraisons montrent que cette entité peut très bien vivre. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce sont les Camerounais qui sont aujourd'hui les gestionnaires de ce terminal. Et je crois que... Est-ce que ce n'était pas déjà les Camerounais qui étaient... Non, c'est les Camerounais peut-être masqués. Mais en termes de résultats, c'était les concessionnaires. Aujourd'hui, amont comme aval, ce sont des Camerounais. Dingana Foster était un ancien conseiller du port qui gère dans cette régie. Tous ceux qui sont autour de Faustin Dingana sont des Camerounais. Et ceci montre que l'expertise camerounaise n'est plus à douter. Il faut donc que le pas qui a été fait au niveau du port soit peut-être une ouverture, un viatique pour les autres sociétés afin de montrer que les Camerounais peuvent. Merci Edouard Fauchivé d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Edmond Kuaté, il est économiste également. Bonjour Monsieur Kuaté, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla et bonjour à tous les autres copanélistes et bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Merci de m'avoir passé l'invitation. Alors on va dire rapidement un mot sur la campagne électorale qui a été lancée hier, élection législative et municipale du 9 février 2020. La campagne électorale est donc officiellement lancée depuis ce samedi 25 février. On va commencer par vous, Edouard Fauchivé. Première journée de campagne, comment est-ce que vous analysez le climat autour? Je dirais que les partis sont mobilisés, ceux qui veulent effectivement aller aux élections pour une nouvelle configuration, disons un nouveau Cameroun. Un nouveau Cameroun parce que avec cette décentralisation qui devient, n'est-ce pas, une exigence de premier ordre, les élus locaux seront ceux-là qui vont effectivement participer à cette décentralisation vivement. Nous l'avons souhaité au-delà du chapitre politique, afin que la base soit beaucoup plus intéressée à la gestion, n'est-ce pas, de la chose publique. Et c'est pour ça que cette décentralisation est la bienvenue. Nous, dans le cadre du RDPC, tout a été mobilisé et nous pensons qu'il est grand temps que nous nous présentons devant les électeurs pour leur faire comprendre que la confiance doit rester égale à celle que nous avions pour nous permettre de continuer à gérer. Edmond Kuaté, pensez-vous que l'absence et le boycott initié par le MRC puissent se faire ressentir durant cette phase de l'élection? Léla, c'est le véritable enjeu de cette élection, du moins de ce double scrutin. C'est-à-dire que cela s'ouvre dans un contexte où il y a 2 courants de pensée majeurs, ceux qui sont d'accord d'aller aux élections et ceux qui s'opposent, c'est-à-dire le oui
allons aux élections, le non, n'allons pas aux élections. Et donc, l'enjeu principal, ce sera le taux de participation à terme, parce que c'est là, ce sera un indicateur fort et même un baromètre pour voir la capacité de mobilisation des uns et des autres. Ça veut dire, je vais dire, des promoteurs de deux courants. Si, in fine, on a un taux de participation médiocre, ça voudra dire que l'électorat a plutôt suivi le boycott. Et si comme une deuxième élection présidentielle, finalement. Comme une deuxième, je vais dire, une deuxième élection présidentielle. Si, in fine, disons, le taux de participation est au-dessus de la moyenne, ça voudra tout simplement dire que les Camerounais, l'électorat n'a pas suivi l'appel au boycott. C'est l'enjeu principal. Moi, hier, j'ai essayé de faire le tour pour essayer de voir le déplacement, le déploiement des partis sur le terrain. Et bon, je peux dire que c'était pas du tout ça. L'engouement, je vais dire la ferveur populaire qu'on a souvent connue lors de l'ouverture, parce que c'est les premières journées qui sont souvent véritablement, n'est-ce pas, les plus chaudes. Ou les plus chaudes. Bon, mais c'était encore un peu timide, c'était encore un peu calme. Peut-être, on ne peut pas être péremptoire à ce niveau. Ce n'était que la première journée, et puis ça s'ouvrait un dimanche, il faut également un samedi. Et il faut également savoir que le week-end, parfois les gens sont un peu fatigués, ils ne veulent pas véritablement, n'est-ce pas, aller faire autre chose. Donc on ne peut pas à ce niveau être péremptoire de dire que non, les gens ne sont pas mobilisés. On attend les prochains jours, peut-être que je vais dire les QG, les différents QG des partis politiques engagés dans ce double scrutin vont revoir leur stratégie de mobilisation, et peut-être qu'on aura, n'est-ce pas, d'autres indications dans les jours qui arrivent. Mais toujours est-il que le 9 février, on aura l'occasion véritablement d'avoir le baromètre des deux courants de pensée. Tout se joue effectivement autour du taux de participation. Denis Kobo, on a constaté finalement que beaucoup de formations politiques de l'opposition sont en coalition contre le RDPC finalement. Quel est le regard que vous portez sur ces alliances de circonstances? Il faut, pour ceux qui découvrent l'élection, il faut savoir analyser chaque scrutin. La présidentielle n'a aucun rapport aux élections locales, aucun rapport. Tout à fait. Et l'ambiance même des élections, qu'il s'agisse des présidentielles, de la présidentielle ou des législatives, c'est pas la même chose. Parce que il y a un courant national lorsqu'on parle d'élection présidentielle. L'élection locale se joue à la base, au corps à corps. C'est pour ça que on ne peut pas, vous n'allez pas avoir des grands mouvements d'ensemble ici et là. Et sans attendre, il y aura plus d'électeurs en 2020. Plus en 2020 qu'en 2018. C'est automatique. Et c'est misé gros, justement, que de prendre le boycott et vouloir, parce qu'on va se faire prendre au piège. Alors qu'il ne fallait pas mettre sur la balance la présidentielle et les élections locales, étant donné que, ouais, les Camerounais, moi, je suis allé une fois dans ma commune d'origine à l'installation du maire. Il se trouvait que ceux qui s'opposent au RDPC étaient plus nombreux à la cérémonie d'installation du maire que les militants du RDPC. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est maire. Un homme qui a un rapport aux autres hommes, aux autres membres, n'est-ce pas, de la commune, aux autres habitants de la cité. C'est la proximité. Et à ce moment-là, toutes les barrières sont rompues. Tout à fait. Celui qui, moi, je peux ne pas soutenir, je veux dire, le SDF, mais moi, je suis un ami, un camarade à Jean-Michel Nedjé, par exemple. Je suis pas, moi, je critique tout le temps. Je dis, mais lorsque c'est lui qui est en face de moi, moi, je suis contre le RDPC, mais il faut que les gens sachent qu'en dehors d'ici, oui, bien sûr. Voilà. Et si par hasard il était candidat aux législatives quelque part, il faut certainement savoir que j'aurais voté pour lui, alors que je ne voterai pas pour. Indépendamment de. Je ne voterai pas pour Biya, par exemple, mais je voterai pour un candidat. Sur les alliances maintenant, Denis Kobo. Là, c'était sur les alliances. C'était pour dire que on va retrouver les UPCistes d'un côté aujourd'hui, parce que c'est un grand courant. On va retrouver des militants du SDF en complicité avec ceux de l'UDC à un endroit où ils ne sont pas vraiment. Ou même des anciens militants du Manidem, anciens nouveaux. C'est normal. Charles Fongan, ancien nouveau militant. Non, mais nous sommes dans le cadre. Alors, ici au Cameroun, il y a l'ensauvagement du paysage politique. Quand vous allez dans les démocraties, parce qu'on est en train d'apprendre la démocratie, dans la démocratie, il y a des appareils politiques. Aux États-Unis, quand on retrouve un brillant avocat dans une commune quelconque,
les démocrates viennent vous voir, est-ce que vous acceptez de venir avec nous? Vous venez avec eux, ils font le reste. Ils savent que vous êtes populaire. Le parti, c'est pas vous qui êtes candidat, c'est le parti qui vous investit et bat campagne pour vous. Donc, il est normal de retrouver Charles Fongan ou... mais qui est toujours militant du Manidem. Je dis, il n'y a pas de... À moins que les états-majors vous disent qu'il y a un problème. Tant que... c'est que c'est pas à nous de citer. Il faut que le SDM dise qu'il y a un problème, ou que le Manidem dise qu'il y a un problème. Ils peuvent même, il y a même des démissions de circonstances, parce que si vous ne quittez pas, il est possible qu'on attaque votre candidature sous prétexte que vous êtes également, mais parce que la loi, la loi encadre. Disons la loi la première. Voilà, vous avez vu dans la première où on a attaqué une liste du SDF parce qu'un militant du RDPC s'y retrouvait. Donc, il faut le jeu électoral, c'est un jeu qui est différent des autres jeux. Et quand il s'agit, en plus des élections locales, vous allez donc voir des alliances qui sont des alliances de raison. Quand la politique, c'est le rapport de force. Quand vous allez à une élection, ce n'est pas parce que vous allez vociférer sur Facebook et avoir des likes que vous allez être élu. Vous êtes élu parce que vous savez quelle est la composition socio-politique de la commune où vous allez en compétition et vous attirez les sympathies des courants les plus forts. Et ça, la politique, ce n'est pas la gesticulation. C'est tout un art. Le droit, c'est le contraire de la politique. Il n'y a que l'économie qui peut soutenir fondamentalement la politique. C'est pour dire à ceux qui parfois pensent qu'ils écrivent le bon français ou qu'ils ont une communauté de filous sur la toile. Ça ne change pas le cours d'une élection. Ce qui change le cours d'une élection, c'est le rapport d'homme à homme, le rapport de candidat à électeur. Et dis-moi, Mangori, quel est le regard que vous portez sur cette première journée de campagne? C'était hier. Écoutez, c'est très très motivant, mais je dois d'abord revenir sur deux choses, si vous permettez. C'est que cette élection, elle est historique. Elle est historique, véritablement, parce que nous avançons vers une rupture de trajectoire, en fait. Pour une fois, nous sortons de ces limites budgétaires dans lesquelles nous étions enfermés, avec 360 communes qui apportent l'essentiel des finances publiques, mais qui gèrent à peine 5%. Et ça, c'était, à mon avis, criminel. Voilà, donc je vois qu'il y a une avancée. On va vers 15%, mais je continue à dire c'est un début. Sous d'autres cieux, on voit des rapports totalement différents. J'aime bien le rappeler, la France, c'est quand même 30% pour le gouvernement central. Et les députés, les régions, les communes et tout le reste, ça représente 70%. Donc, vous voyez un peu. Et donc, c'est un moment historique à ce niveau, mais c'est surtout aussi un moment historique parce que, en fait, il y a deux courses qui vont se mettre en route. Aujourd'hui, nous avons plein de contraintes au niveau interne, au niveau international qui nous gèrent. Et désormais, il faut qu'on commence à penser pas à un nouveau Cameroun, mais à une troisième république. Et cette troisième république... Oui, c'est toujours le nouveau Cameroun, quelque part. Cette troisième république pourrait naître avant les élections 2022-2025. Tout à fait. Donc, c'est extrêmement important ce qui va se faire, pas au niveau des élections municipales, mais au niveau des élections législatives. Parce qu'il pourrait y avoir des modifications de constitution. Des modifications. En fait, pour dire qu'il ne fallait pas boycotter. Voilà, il ne fallait pas boycotter parce qu'on peut modifier les élections. Beaucoup de choses. On peut installer une vice-présidence et celui qui sera majoritaire, il va contrôler. Donc, pour moi, c'est historique. Cependant, la classe politique va se rajeunir, elle va se renouveler. Et je pense que c'est quelque chose de très bien. Je dis merci surtout au chef de l'État parce qu'en fait cette initiative vient de lui, de quelqu'un qui, à mon avis, ça c'est ma lecture personnelle, qui veut quitter la scène et qui veut laisser un nouveau Cameroun. Un Cameroun plus compétitif, un Cameroun plus ouvert, où on débat beaucoup plus, un Cameroun où certainement
certaines crises que moi j'appelle les douleurs de l'enfantement, parce que en fait véritablement les crises post-électorales, les crises sécuritaires et tout ce que nous vivons, ce sont des crises de croissance. Il n'y a aucun pays sur cette planète qui n'est pas passé par là. Ouais. Moi j'aime toujours dire, si on avait dit à quelqu'un il y a 40 ans, la Chine qui pesait 1% de croissance, de pourcentage du PIB mondial en 1990 et qui aujourd'hui représente 15%, fait jeu égal avec l'hyperpuissance américaine. Si on l'avait dit il y a 40 ans, la Chine deviendrait... Et que dire donc de l'Éthiopie? Il y a 30 ans, qui croulait là-dessus dans la famine et tout. Mais elle a mis des politiques économiques fortes. Et si on avait demandé il y a 30 ans, vous saurez que l'Éthiopie serait le meilleur performeur en Afrique sur 20 ans, parce qu'en fait la croissance moyenne de l'Éthiopie c'est entre 8 et 10% depuis 20 ans. Jusqu'à 12%. Je dis bien moyenne. Maintenant, qui il y a 20 ans aurait pu croire que personne, qui aurait pu croire que il y a 20 ans, on aurait demandé à quelqu'un, le Rwanda sera ce qu'il est. Après le génocide. Personne n'aurait cru. Donc, moi, je me résume. Les politiques économiques sont essentielles. Et aujourd'hui, les Camerounais ne le savent pas. Les politiques économiques au Cameroun ont été tellement améliorées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des détournements, des ceci et cela, mais ce n'est pas ça. C'est une crise de conscience, de croissance. Les détournements, la corruption et tout ça, ça existe toujours dans tout le monde. Donc nous allons aujourd'hui dans une nouvelle trajectoire. Nous, économistes, nous disons ceci. Le Cameroun est en train d'approcher ce seuil critique de compétences, de savoir-faire, de qualification qui lui permet de basculer très rapidement vers les cercles vertueux de croissance et d'investissement. Et moi, je suis donc de ceux qui disent, contrairement à vous tous, que l'échéance n'est pas 2035. Beaucoup plus tôt, il est possible de devenir... Merci, M. Mongori. Avec votre permission, juste, je voudrais revenir sur ce que M. Gante a dit et confirmer... Sur l'enjeu autour du taux de participation? Le taux de participation n'est pas un indice d'appréciation pour les élections de proximité. Parce que, comme a dit tout à l'heure M. Kouébou, ce n'est pas parce que lance le boycott, et je crois d'ailleurs que le docteur Mongori l'a dit, il l'a très bien développé après moi, il s'agit d'un enjeu que vous ne votez pas et qui est une majorité communale et une majorité législative, les décisions vont se prendre. Mais si vous restez sur l'appréciation de dire le boycott a pesé sur ceux qui sont allés, et alors que nous parlons d'un nouveau Cameroun, ça veut dire que vous ne participerez pas. Disons pour ceux qui nous écoutent que ceux qui lancent le principe de boycott ne comprennent pas que ce boycott n'aura absolument aucun enjeu pour aucun effet pour ceux qui seront les élus de demain. Mais s'ils veulent qu'on les appelle le dieu de boycott parce qu'ils ne sont pas partis et que les autres ont suivi, en fait il y aura des majorités au niveau de la base, tant au niveau des communes qu'au niveau donc législatif, et eux-mêmes ils vont se rendre compte que les grandes décisions vont se prendre sans eux. La question c'est que est-ce qu'ils seront encore appelés partis politiques? Merci M. Fauchili. Rupture consommée des relations entre le directeur général des impôts et les entreprises. Dans une correspondance datée du 14 janvier dernier, le président du JICAM accuse Modeste Mopa de violer les directives du chef de l'État. Une attitude qui, selon lui, risque de mettre en mal les relations entre le secteur privé et l'État du Cameroun. On va commencer par vous, Denis et Kouébou. Cette sortie, on l'a dit à l'entame de cette émission, relève finalement de l'inédit. Mais j'aimerais tout d'abord qu'on dise un mot sur la forme de cette correspondance adressée au chef de l'État. Comment est-ce que vous analysez la démarche de Célestin Tabomba? Je crois que c'est une démarche tout à fait cohérente, parce qu'il ne faut jamais analyser les effets en dehors de la cause.
pour qu'on en arrive là, il faut qu'il y ait des choses qui sont passées. Moi, j'ai souvent eu connaissance des correspondances entre le GICAM, d'autres organisations patronales, le MINFI, la Direction générale des impôts. Pour ceux qui suivent mon fil sur Twitter, ça fait pratiquement 6 mois que je tweete. Et je tweete en particulier sur l'attitude irrédentiste, arrogante du directeur général des impôts que je ne connais pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la personne. Là, vous êtes dans le fond. Dans le fond déjà. Voilà. Non, je viens dire, ce n'est pas. Vous dites, vous avez vu là, vous parlez là de courrier. Je vous dis, mais allez sur mon fil, il y a déjà 6 mois, pour voir que tout ce qui est dit dans la lettre du directeur du président du GICAM, c'est ce que moi aussi je dis. Si vous suivez, ça veut dire que cette lettre, il ne faut pas analyser à partir de cette lettre. Généralement, quand on voit un courrier qui fait ce type de tollé, c'est que c'est un pavé qui est jeté dans la mare. Pavé jeté dans la mare, pas par rapport au chef d'État, mais parce qu'il y a eu plusieurs autres démarches. Le chef d'État a eu à répondre à plusieurs occasions. J'ai lu des courriers du ministre des Finances. Alors, s'il y a des courriers du ministre des Finances qui sont contraires, je dis que dont les effets sont contraires à ce qui se passe au niveau de la direction générale des impôts, il y a un problème. À ce moment-là, je ne suis pas surpris de voir que le courrier qui n'est pas de certains, qui est du président du GICAM. Il faut quand même faire la différence entre la personne. Et il y a eu la réaction immédiate, c'était vouloir noyer le poisson en disant c'est monsieur Cestin Tamba qui a un problème avec monsieur Mopa. Non, je crois qu'il n'y a pas un problème entre les deux personnes. Il s'agit de deux entités qui sont respectables et respectées dans ce pays-ci. Peut-être que le directeur général des impôts agit parce qu'il pense qu'il veut bien faire pour le pays, pour l'économie nationale, et le président du GICAM qui est représente ceux qui créent la richesse dans ce pays. À ne pas confondre avec ceux qui ne créent pas la richesse. Ça veut dire que tous les deux, veulent du bien de ce pays. Et là, je ne veux pas rester sur la forme. On va tout à l'heure avancer pour pouvoir, chaque fois, dans chaque problème, il peut y avoir un autre problème. Mais généralement, dans chaque problème, il y a une solution. On va tout à l'heure pouvoir vous trouvez le point de convergence entre les deux pour que le pays avance. Sur la forme, cette démarche. Sur la forme, je me suis posé beaucoup de questions. D'abord, c'est le patronat qui n'a pas obligation de saisir les différents démembrements de l'État. Donc, le président du GICAM peut saisir directement le président de la République. Mais pour rester dans le cadre de... Puisque ce fond de problème touche directement dont un ministère, je pense qu'en tant que créateur de richesse et les acteurs qui soutiennent la croissance, il était tout à fait indiqué que la lettre ne puisse pas apparaître. Ça, il faut dire la vérité, parce qu'il y a des forats. Il y a le CBF, le ministre des Finances, il faut dire la vérité. Le cadre de concertation, il faut dire la vérité. Le ministre Moutazé, c'est quelqu'un de très facile à contacter. Et je crois qu'avant même que le budget ne soit, il est descendu à Douala pour discuter encore au GICAM. Il était au GICAM. Et je crois que cette lettre ne devait pas sortir parce que est-ce que dans le réseau, c'est la faiblesse du point de départ du GICAM ou c'est la fin où la lettre est arrivée qui permet que nous soyons au courant? Parce qu'une lettre qui est adressée au chef de l'État, quand même, ne devait pas être dans les réseaux sociaux. Et surtout que le fond de ce problème touche l'économie nationale. Touche au moins 2 à 3 secteurs, l'économie, les finances, et que nous sommes en train d'engager le nouveau budget. Donc, je crois qu'il a d'abord au GICAM de se poser la question de savoir si la fuite ne vient pas de là-bas. Et de se poser la question, ça veut dire que infiltré. Au niveau de la présidence, nous avons décrié chaque fois pour dire qu'il y a encore certaines personnes à la présidence de la République qui ne comprennent pas que c'est le cercle de décision. Une lettre adressée au chef de l'État, vous et moi, nous ne devons pas être au courant. Absolument. Et le ministre de Finances n'a pas été appelé, n'est pas au courant de cette lettre.
Donc si vous demandez au ministre Moutazé, le ministre Moutazé va dire la lettre devait être sous couvert du ministre des Finances pour transmission. Donc, dans sa réaction, il a fait comprendre carrément que pour lui, ses services travaillent. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on entre dans le fond pour opposer le directeur des impôts à son ministre. Ça n'a rien à y voir, même s'il y avait des antécédents. Mais aujourd'hui, les créateurs de richesses, ceux qui soutiennent la croissance, ont posé un problème. Il faut donc être à l'écoute. Le seul problème, c'est que, est-ce que c'est à travers la lettre? Est-ce que c'est un déplaçant pour nommer Kwebo, directeur général des impôts, que la solution sera trouvée? On aura l'occasion d'en parler. Alors, beaucoup ont estimé que cette lettre pourrait avoir une connotation politique. Quel est votre avis sur cette question? Non, je ne pense pas. Ça n'a aucune connotation politique. Et puis, chaque fois que vous voulez mener la politique à des choses, il faut savoir que vous n'allez retrouver ni le bout d'entrée, ni le bout de sortie. Parce que c'est beaucoup plus complexe quand c'est politique. Maintenant, pour rester un peu sur la forme, il faut avouer que les mots choisis dans la lettre ont été quand même assez rudes, assez durs, assez caustiques et même incisifs. Et donc cela traduit quand même un certain mal-être entre les deux organes. Je veux dire entre d'un côté le JICAM et la direction des douanes. Des impôts. La direction des impôts. Alors ce qu'il faut aller comprendre, c'est que cette lettre ne vient pas ex nihilo. Parce que c'est là où il faut comprendre que ce n'est pas un problème politique. C'est Denis qui le mentionnait. Il faut savoir qu'avant cette lettre, il y a eu moult démarches, n'est-ce pas, pour essayer de faire comprendre un certain nombre de choses à la direction générale des impôts, essayer de leur faire comprendre une certaine, je vais dire, des difficultés auxquelles, n'est-ce pas, les entreprises font face. Et donc, en face, il n'y a pas eu un retour assez mesuré. Je vais dire que le directeur des impôts n'a pas cru bon, par exemple, de faire preuve d'inflexion, voilà, d'inflexibilité, pour montrer au moins ce qu'il est à l'écoute, n'est-ce pas, des entreprises. Je crois que c'est ce qui a traduit le caractère, le ton dur utilisé dans la lettre. Et je suis d'accord pour dire qu'il ne faudrait pas aller voir en cela un problème personnel entre M. Tawamba, qui a traduit les récriminations de l'ensemble des entreprises membres du JICAM, et la direction des impôts, qui n'est pas M. Mopa. Il faut bien le comprendre. On peut lui reprocher certaines choses sur son attitude. Et d'ailleurs, j'ai vu ce que moi j'appelle, n'est-ce pas, l'excellence dans le mélange de genres. C'est ce que nous savons très bien faire au Cameroun. Des gens montés au créneau pour rappeler le brillantissime parcours de M. Mopa. Je dis, ça n'a rien à voir. Quand on peut avoir un parcours très brillant et avoir des petites méprises, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de certaines tâches, ça n'a rien à voir. Il a été major de sa promotion, on n'a pas besoin de le rappeler. Ce n'est pas le débat. Il a été il a été cela, ce n'est pas le problème. Le management, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec le management, vraiment rien à voir. Et je veux vous dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais été, qui sont des meilleurs managers. Allez me demander quel était le parcours de M. Kadji Fosso, je ne sais pas. Pourtant, il était le meilleur capitaine de l'industrie au Cameroun. Alors, allez me demander le parcours de M. Victor Fosso, je ne connais pas. Donc, allez, il faut faire très attention. C'est pour ça que je dis, c'est l'excellence dans le mélange de genres. Ici, on reproche à M. Tawamba son attitude. Il devrait comprendre. Dans le fond, tout à l'heure, je vais essayer de vous dire quelles sont les conjonctures qui ont essayé de déstructurer le régime fiscal au Cameroun et qui devraient attirer l'attention, n'est-ce pas, non pas seulement de la direction générale des impôts, mais de l'ensemble, n'est-ce pas, de l'appareil de gestion financière et économique de notre pays pour essayer d'assouplir un peu certaines mesures. Il ne s'agit pas d'un problème entre M. Tawamba et M. Mopa. Il ne s'agit pas de ça et ce n'est pas un problème politique non plus. Alors, on va revenir justement sur ce qui est reproché au directeur, à la direction générale des impôts. Quand on sait que l'arrivée du président du JICAM, Célestin Tawamba, au JICAM correspond sensiblement à l'entrée du Cameroun sous programme avec le FMI, un programme dans lequel justement le Cameroun s'est engagé à accroître le taux annuel de pression fiscale, quelle est finalement la part de responsabilité du directeur général des impôts dans ce qui lui est reproché? Mais écoutez, personnellement, déjà, il faut dire une chose. Je salue cette situation
parce qu'elle met un peu au bout du jour un certain nombre de valeurs qui commencent à être articulées aussi au Cameroun. Le déclenchement du miracle chinois n'a été possible que grâce à une bonne collaboration entre la sphère politique et la sphère managériale. Il est important qu'il y ait ces échanges. Il y a des cadres de concertation, plusieurs. On les a sollicités suffisamment. Le JICAM a pondu un document de 300 pages à peu près qui est une bonne réflexion sur la mise en route d'une fiscalité adaptée et tournée vers l'accélération de la croissance. C'est bien. Le JICAM pense que la fiscalité aujourd'hui, elle est de type confiscatoire, qu'elle cible beaucoup plus le chiffre d'affaires que le bénéfice. Et donc, quelque part, elle met en difficulté les entreprises dans leur tendance à vouloir accompagner la croissance. Ça, c'est le reproche. Et qu'à la fin, naturellement, le minimum qui est retenu au niveau du chiffre d'affaires est toujours très élevé. Je crois que c'est 2,2%, c'est ça? Le prélèvement obligatoire, au Cameroun, c'est 57,1%. 1%, oui. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est très costaud. C'est-à-dire que si vous prenez des économies, n'est-ce pas, à indice comparatoire avec le Cameroun, le Sénégal, c'est 45% prélèvement obligatoire. La Côte d'Ivoire, c'est 50,1%. Absolument. Et vous avez quelqu'un comme le Zimbabwe qui a 15%. Absolument. Et donc le Cameroun, c'est le plus élevé. Donc il faut forcément penser à élargir l'assiette fiscale. On ne le fait pas suffisamment. Aujourd'hui, la fiscalité est consacrée naturellement sur 10%. Sur 10%. C'est 90%. Et c'est sur les grandes entreprises. Sur les grandes entreprises. C'est ça le problème. Mais la question c'est, est-ce que c'est finalement facile? Est-ce que c'est finalement facile de fiscaliser le secteur informel? Voilà. Il faut y arriver. C'est pour ça qu'il faut l'identifier. Il faut l'identifier. Il y a une démarche à faire. Il faut le formaliser. Il faut formaliser l'informel. Exact. Il faut le formaliser. Et on en parle depuis des années. Malheureusement, on ne le fait pas. Et c'est dommage. Pourtant, il y a un ministère des PME qui devrait avoir une base de données totale. Et on n'a pas besoin aujourd'hui, avec les outils, les NTC, vraiment, on peut améliorer la performance fiscale et budgétaire de manière presque automatique. Seulement, naturellement, il y a des lenteurs au niveau de l'État quant à s'arrimer totalement à l'e-government, parce que quand on est pleinement arrimé à l'e-government, comme dans d'autres pays, en fait, ça se fait beaucoup plus facilement. Donc, pour répondre à vos questions, je dirais ceci, je suis très heureux parce qu'on va dans la bonne direction. Pour soutenir la croissance, il faut laisser les coups de France aux entreprises. Pas qu'elles fassent n'importe quoi, mais il y a une fiscalité, il y a des politiques de court terme, des politiques de moyen terme qu'il faut appliquer de manière alternative. Je crois que jusqu'ici, la Direction générale des impôts n'a pas trop réfléchi à ça et j'aime bien ce que le JICAM a produit comme document, qui a d'ailleurs été approuvé à 70% à peu près. 111%. Ouais. Sauf que le ministre Motazé dit que pour le reste, on doit encore faire des études approfondies et en ce sens, je le comprends également. On doit également le comprendre. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Et s'il y avait un problème, ce serait peut-être par rapport à vous. Parce que vous parlez d'une tension. Moi, je dis qu'il y a eu un malentendu. Il y a, à la suite de ce que je dis, il y a un problème sérieux. Il y a un problème grave. Ce qui est grave, c'est que vous avez des entreprises au Cameroun qui ont volontairement ou alors légalement reversé 87% des recettes fiscales collectées par la Direction générale des impôts. C'est-à-dire que ça, c'est un prélèvement à la source de grandes entreprises. Et on fait écrire aux journaux
qu'ils sont malhonnêtes. Comment est-ce que les opérateurs économiques camerounais qui reversent volontairement 87% de nos recettes peuvent être présentés, jetés à la vindicte, on dit qu'ils sont malhonnêtes. Alors que la direction générale des impôts qui a organisé un Guantanamo à la direction des grandes entreprises, il y a le Guantanamo. À l'époque, on avait dit que c'est l'espace VIP. C'était un espace où on devait montrer que ceux qui créent la richesse sont respectés. C'est par ici qu'on les reçoit. Aujourd'hui, quand un homme d'affaires dort, il rêve de ne pas être en train d'aller à la direction générale des impôts ou alors à la DGE. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux, que les impôts, la direction générale des impôts se comporte comme une entreprise qui fait son chiffre d'affaires en allant ponctionner chez ceux qui fabriquent la richesse. Et lorsqu'on a vu que vous avez fait 800 milliards de chiffre d'affaires, en cours, vous devez payer 400 milliards d'impôts, vous avez fait quand même 800 milliards. Personne ne cherche à comprendre quel est le process à travers lequel on produit 800 milliards, quelle est la marge pour celui qui a produit 800 milliards. Alors, vous avez parlé de 90%. Pourquoi est-ce qu'il y a 90% dans l'informel? C'est la direction générale des impôts qui s'organise pour que le maximum d'entreprises soit dans l'informel. Pourquoi? Si moi, je sais qu'on va taxer mon chiffre d'affaires, en tant qu'homme d'affaires sérieux, il faut que je fasse l'effort de ne pas le communiquer. Absolument. Puisque si je vous dis que j'ai fait 400 milliards, je suis l'homme à abattre. Par conséquent, faisons l'effort. Alors, il faut pas qu'on dise combien on diminue. Pourquoi? Ça arrange la direction générale des impôts qu'on diminue. On vous dit que ceux qui contrôlent jour et nuit, à tort et à travers, qui marchent comme des policiers assermentés dans les entreprises tous les jours, réussissent à faire reverser dans les caisses 3,6% des sommes collectées. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise privée de la direction générale des impôts d'aller matraquer chaque jour. On vous dit, on vous fait une mise en enregistrement, 400 millions. On sait qu'on va sortir de chez vous avec 30 milliards. Si vous allez en contentieux, vous devez payer 35%. Alors moi, je n'ai pas 35% de 400 millions à payer. Je donne 15 millions à ceux qui sont venus chez moi. Voilà un business de la mafia. Et c'est une insulte de vous dire qu'à la direction générale des impôts au Cameroun, en Afrique, il y a quelqu'un qui se vante d'être venu du FMI. Parce qu'on connaît le rôle du FMI par rapport à nos économies. Et là, c'était bien que votre question commence par là. Donc, le fait, quand un Africain apprend que celui qui est chargé de collecter les impôts vient du FMI, ça veut dire que sa politique n'est pas orientée vers le développement de l'économie locale. Sa politique, bien sûr, sa politique est une politique de répression. C'est un gendarme. Ailleurs, moi, je suis les médias tous les jours. Si on apprend en Occident... Mais c'est un gendarme. Je viens de là. Denis Kovo, est-ce que c'est lui qui décide de cette politique? Je viens de là. C'est lui qui décide. Unilatéralement. Je viens. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune lettre contre la direction générale des douanes? Pourquoi est-ce que la douane a organisé ce week-end une nuit de partenaires? Moi, je suis assisté. J'ai reçu le prix pour le compte du journal pour lequel j'ai travaillé, de la direction générale des douanes, que meilleur accompagnement média. Entre-temps, vous avez vu le directeur général des impôts faire un communiqué de 2 paragraphes sur les réseaux sociaux l'autre jour pour remercier les contribuables. 2 paragraphes. Pendant que la direction générale des douanes est en train de recevoir en grande pompe les hommes d'affaires attribués. Ça montre qu'il y a la prestance. Vous savez, le management. Tout à l'heure, on n'a pas de management. Le management consiste à taire son ego et à mettre en exergue l'intelligence de ceux qui sont en face. Vous savez que tel monsieur qui n'est pas parti à l'école, qui n'a pas été major de sa promotion, paye 3 milliards d'impôts par mois. Moi, je me mets à genoux devant celui-là pour le compte de l'État parce qu'il fait vivre l'État. Il parle de l'Occident. Ou si on apprend il dit que si on apprend aux États-Unis, en France, en Allemagne, qu'on n'a pas payé votre impôt, c'est la population qui va se lever, qui peut se liguer contre vous. Donc vous n'avez pas payé l'impôt pour qu'on nous rende les services de base. Est-ce qu'au Cameroun, les messieurs FMI qui sont soit à la primature, il y a beaucoup, on les connaît, est-ce qu'ils ont une fiscalité au service, est-ce qu'ils ont une prestance fiscale qui est porteuse d'humanisme, qui est porteuse d'incitation, d'accompagnement. Non, humanisme, c'est quand il parle d'humanisme, c'est pour faire comprendre à celui qui paye l'impôt que son geste est un geste au service, je veux dire au service de l'État qui doit rendre des services. Quand il parle d'humanisme, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas payé votre impôt, vous êtes en train de mettre en mal d'abord votre propre employés. Je sors, j'allais oublier quelque chose, en 30 secondes. Je voudrais ici dire, parce que je sais que au lieu de parler comme les économistes que nous avons en face, on a
instrumentaliser ceux qui ne savent pas comment on crée un colbord, c'est-à-dire la presse. Sachez qu'au Cameroun, aucun organe de presse, y compris la CATV et Cameroun Tribune, ne reverse aux impôts la CMPS prélevée aux employés, aux travailleurs. Je pense que c'est exact. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne reversent pas? Alors que c'est la direction des impôts qui collecte. Comment est-ce que la direction des impôts réussit à collecter l'impôt sans collecter la CMPS? Comment est-ce qu'il réussit à faire cela? C'est pour créer l'unanimité, avoir une union sacrée, réprimer celui qui crée la richesse avec l'argent de cette richesse. Merci Denis Kobo. Ça, il faut que les gens le sachent pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la presse. Opérateur économique. Notre système fiscal actuel, est-ce qu'il a un atout ou un obstacle pour le développement? Non, c'est un obstacle. Si je dis un atout, c'est que Vous savez, le principe économique est simple. Trop d'impôts, tue l'impôt. Et je crois que les analyses que nous venons de mettre sur la table montrent à suffisance que le Cameroun aujourd'hui traîne une fiscalité lourde. Déjà, quand vous prélevez au niveau du chiffre d'affaires, que de prélever au niveau sur le revenu de ce que vous avez à main comme bénéfice, vous comprenez particulièrement qu'ils ne tiennent pas compte de ce que nous appelons les obstacles de charge. Parce que si vous n'intégrez pas les charges qui vont venir à la fin, mais qui pèsent maintenant sur la structure de l'exploitation, vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez bien avoir un chiffre d'affaires de 50 milliards, mais lorsque vous avez mis votre tableau d'exploitation et de tout ce que vous avez, vous êtes peut-être à 47 milliards. Sauf qu'en faisant, comme dit le GICAM, l'État va se retrouver à perdre environ 45 milliards. Non, c'est pour ça. Donc, la question, c'est que nous avons dit c'est du 10-90. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, la forte fiscalité se dirige vers les entreprises qui sont comme les moteurs de la croissance. Et c'est donc 90% aujourd'hui, sinon. Cela coule douce. D'où la question que je posais justement, comment fiscaliser le secteur informel? On arrive, comme disait Denis Kobo tout à l'heure, c'est que la répression forte de la direction des impôts fait fuir les contributeurs. Les pousse à l'incivisme. Puisque dès que vous avez déclaré 10 milliards, on va vous prélever sur 10 milliards. On ne tient pas compte de cette pression de charge dont j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce qui fait que même dans les 90%, vous avez peut-être 20% de ceux qui devaient être reversés dans les 10%. En réalité, on devait être dans une quotité de 70-30. Voilà. On devait avoir 30% des grandes entreprises et 70% de l'informel. La création du ministère, maintenant, je me pose la question de savoir qu'est-ce que le ministère de PME fait. Puisque c'est ce ministère qui devait accompagner le ministère de Finances à travers son démembrement de la DGI. Il n'a même pas de budget. Pour permettre maintenant d'élargir. Parce que les recettes, c'est quoi? C'est simple. C'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, on attend 800 milliards, par exemple, des grandes de la DGI. On sait que 30% viendront des grandes entreprises qu'on connaît. Et que 70% viendra de l'informel. Et si on a, comme a dit tout à l'heure le docteur, si on a déjà essayé avec l'évolution aujourd'hui de l'informatique, on a essayé de les catégorifier, puisque les Ben Skinner seront là-dedans. Je prends juste cet exemple. Vous comprenez? Ça permet de voir quelle est la différence qui doit être aujourd'hui injectée au niveau de 70. Et on repartit. C'est comme ça que la Chine, les autres pays ont fait pour pouvoir booster leur économie. Donc éviter que les créateurs de richesses, que sont les grandes entreprises, se permettent maintenant de faire du faux vrai, parce que ça c'est du faux vrai. Donc elles continuent à exister, ces entreprises, mais ne déclarent pas ce qui devait être déclaré pour sortir. Disons que les deux entités de l'État que sont la direction des impôts et la direction des douanes doivent sortir du concept de répression pour être les structures d'accompagnement de l'économie. Ces deux structures doivent normalement s'intégrer, n'est-ce pas, dans la chose économique. Vous ne pouvez pas fermer une entreprise qui vous dit, par exemple, aujourd'hui,
telle banque m'a bloqué le compte. Et vous donne des documents pour dire, par exemple, je suis avec ET, je suis avec Denis Kobo qui ont bloqué mon compte de 400 millions. Vous voulez que je vous paye, par exemple, 50 millions. Je vais trouver ça. Il faut l'intégrer. Parce que si vous venez maintenant fermer cette société, vous ne l'accompagnez pas. Qui réprime ce qui... Et n'oubliez pas que l'enveloppe de la dette aujourd'hui au niveau de l'État était intérieure et quelque... Quand on voit, vous allez voir les mêmes structures qui devaient faire partie des 10 dont nous avons dit 30, qui aujourd'hui se retrouvent à être injectées dans les 90 alors qu'elles auraient pu être des moteurs de développement. Et la réduction des exonérations fiscales, vous pensez que ça puisse être une solution dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale? Si c'est bien orienté. Parce que justement, en 2016, ces exonérations représentaient environ 451 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas rien. C'est pas comme ça qu'il faut voir le problème, Léla, c'est pas sous cet angle-là. Il faut déjà comprendre une chose. C'est-à-dire que au-delà des problèmes structurels inhérents à notre régime fiscal qui fait de lui un régime confiscatoire, il faut savoir que nous traversons des crises depuis 2016 qui font en sorte qu'il y a des conjonctures sérieuses qui viennent un peu déstructurer notre régime fiscal. Et ça, il faut le comprendre. En 2016 déjà, la Direction générale des impôts signalait au niveau du nord-ouest, du sud-ouest, des variations négatives. Pour le nord-ouest, c'était de moins 12% dans la collecte, n'est-ce pas, des impôts, et pour le sud-ouest, c'était de moins 7%. Et cette situation est allée grandissante jusqu'à obliger l'État, le gouvernement, à déclarer ces zones économiquement sinistrées. Oui. Vous incluez à cela l'extrême nord. Ça veut dire que nous avons trois régions qui ne participent pas aujourd'hui au Et n'allez pas croire, on ne se lève pas le matin pour déclarer une zone économiquement sinistrée. Ça veut dire quoi? Il y a des critères. Il faudrait que le taux de production soit nul, il faudrait que le pouvoir d'achat soit nul, et il faudrait que la contribution en termes d'impôts soit également nulle. Donc il y a des chiffres. Quand on les atteint, il faut déclarer la zone économiquement sinistrée. Ça a été le cas. Et donc, quand vous avez trois régions qui sont économiquement sinistrées, et vous avez l'État qui ne revoit pas à la baisse ses objectifs en termes de, n'est-ce pas, de budget, en termes de prévision d'impôts, comptant seulement sur cette région, il faut savoir que ça doit entraîner une pression très forte sur le reste des régions et donc sur le reste des entreprises. À partir de ce moment, et ça c'est ce que nous reprochons à la Direction générale des impôts, c'est la Direction générale des impôts devait faire un travail pour faire des pondérations à effet compensatoire sur les effets induits des pertes. Parce que vous avez des entreprises aujourd'hui. Vous avez des entreprises qui ont perdu jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires. Jusqu'à 30%. Et par effet, parfois plus. Et par effet, maintenant, d'inter-échange, les gens se bornent à croire que seules les entreprises situées dans le nord, sud-ouest et extrême nord sont touchées, mais que c'est faux. Vous avez des entreprises qui produisent à Douala, à Yaoundé, à Kribi, mais qui vendaient plus dans le sud-ouest et dans le nord-ouest et dans l'extrême nord. Je vous prends un exemple. Toutes les entreprises qui produisaient les engrais à Douala vendaient à CDC. Les entreprises qui produisaient les intrants agricoles vendaient à Pamol, vendaient à Delmonte, vendaient dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Aujourd'hui, avec l'arrêt des activités dans ces zones-là, qu'est-ce que vous faites? Je vous prends encore un autre exemple. Une entreprise comme les brasseries déclare qu'ils sont à 30% de baisse de leur chiffre d'affaires, justement parce que le nord-ouest et le sud-ouest, ils n'affrètent plus un seul camion. On ne consomme plus leurs produits là-bas. Et vous savez que quand c'est comme ça, très souvent dans les entreprises, lorsqu'on atteint des baisses de chiffre d'affaires de jusqu'à 30%, ce qui suit, ce sont des cures d'austérité, des plans sociaux qui se résument à quoi?
licenciements, compression du personnel et autres. Ils n'en sont pas encore arrivés là. Alors si au niveau de la fiscalité, on ne trouve pas des allègements, comme je disais tantôt qu'il faut faire des pondérations à effet compensatoire, si on ne le fait pas, la pression va être tellement forte qu'ils ne pourront pas éviter ces plans sociaux. Ils ne pourront pas éviter les cures d'austérité. Premièrement, ils vont arrêter d'embaucher. Ensuite, même ceux qui sont déjà embauchés, on pourra les prier d'aller attendre à la maison. Donc c'est assez grave. C'est pour ça que je dis qu'il ne faudrait pas avoir une lecture transversale de la lettre du JICAM. Il faut comprendre le problème. Vous aviez avant 10 régions qui se repartissaient l'assiette fiscale de l'État. Désormais, c'est 7, mais avec le même objectif. On n'a pas besoin de sortir de Harvard pour comprendre que si un travail était avant fait par 10 personnes et que désormais il y a 3 qui sont absentes, il ne reste que 7 personnes, la pression va être forte sur, n'est-ce pas, les 7 personnes. On n'a pas besoin de sortir de Harvard. Juste le bon sens permet de comprendre cela. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, moi, je dis, lorsqu'on reproche à monsieur Mopa de ne pas faire certaines choses, il ne faudrait pas qu'il prenne ça sur le plan personnel. Il y a un véritable problème qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la pression est très forte sur les entreprises. Je vais vous dire un exemple. Je vais vous donner des exemples. Il y a la Banque mondiale et PricewaterhouseCoopers qui ont fait un travail excellent et moi j'ai lu les 2 rapports. Les chiffres sont concordants et c'est eux qui ont sorti les statistiques suivant lesquelles aujourd'hui le taux de prélèvement obligatoire au Cameroun est de 57,1%. C'est énorme. C'est énorme. Et le prof vous a fait n'est-ce pas, un déballage tout à l'heure pour vous faire comprendre la forte prégnance du secteur informel sur le secteur formel, qui est de 90%. Aujourd'hui, le challenge pour à la fois le ministère, vous l'appelez quoi, des PME, et la Direction générale des impôts, ce serait de formaliser au moins 30% du secteur informel. Et il y a des mécanismes pour le faire. Il y a des mécanismes pour le faire. Lorsque vous prenez une ville comme Douala, vous avez près de 100 000 conducteurs de moto. Ils produisent la richesse, mais sauf qu'ils ne payent rien. Si vous trouvez un mécanisme pour les identifier, parce qu'ils roulent dans nos rues, ils roulent partout, on les voit. Si vous trouvez un mécanisme pour faire un léger prélèvement sur leur activité sans les asphyxier, parce que c'est ça le problème. Prenez 100 francs, trouvez un moyen de leur prendre 100 francs tous les jours. Ça veut dire qu'en 30 jours, il contribue 3 000 sans le savoir, sans que ça ne pèse sur lui. C'est-à-dire qu'il passe, vous faites un effort de l'identifier et de faire en sorte qu'il pointe 100 francs tous les jours. Et cela est bien codifié quelque part et enregistré. Il va payer 100 francs tous les jours et il payera 3 000 par mois sans le savoir et il va contribuer à l'assiette fiscale. Mais si au lieu de faire ce travail, vous vous concentrez sur les grandes entreprises, parce que c'est elles qui sont les plus visibles, et justement, comme le disait, n'est-ce pas, le docteur Fauchivé, vous prélevez en amont, vous prélevez en aval et vous allez prélever sur leur chiffre d'affaires alors qu'ils payent déjà une taxe sur la valeur ajoutée et en plus de ça, ils payent l'IR, l'impôt sur le revenu et tout cela. Vous comprenez que ça va être étouffant, ça va être suffocant. Je voulais vous dire une chose, par exemple, pour vous montrer jusqu'où nous sommes allés. Il faut savoir que ça ne va pas baisser parce que depuis, je crois, l'année dernière, les marchés publics, par exemple, qui s'enregistraient à, je crois, à 1%, s'enregistrent désormais à 2,5%. Les lettres commandes qui s'enregistraient à 3% sont désormais à 5%. Les bons de commande qui s'enregistraient à 5% sont désormais à 7%. Mais c'est énorme. La taxe à l'abattage également est passée, je crois, à 5%, alors que c'était 2,5%. Alors tout ceci, lorsque vous combinez tout cela, il y a un impôt, n'est-ce pas, qui est très très fort, il y a une pression qui est très forte sur les Monsieur Mongori, en attendant justement que soit fiscalisé le secteur informel, parce qu'on n'en est pas encore là, comment finalement élargir l'assiette fiscale sans pour autant mettre trop de pression sur les grandes entreprises et dans le contexte décrit par Monsieur Kuaté, où on n'a que 7 régions sur 10 qui contribuent? Pour le moment, je ne vois pas de solution, puisque quand vous lisez la loi de finances,
de 2020, vous n'avez pas l'impression qu'on pense à ce genre de choses. Et ça, c'est très dommage, parce qu'en fait, M. Kouaté l'a très bien expliqué, c'est très facile. Aujourd'hui, nous sommes passés à un monde totalement digitalisé. On peut faire tout cela de manière très simple, sans avoir des efforts particuliers à déployer. Il a parlé d'un secteur qui est extrêmement actif, celui du transport par moto. Surtout que ça devient... C'est une exigence aujourd'hui dans le cadre de Douala. Si c'est moto, taximan s'arrête, l'économie est paralysée. Ça se paralyse. Ouais. Maintenant, le problème de fond, et là il a évoqué, le problème de fond est que, en fait, le problème numéro 1 du Cameroun aujourd'hui, c'est la crise sécuritaire. C'est le premier problème. Parce qu'en fait, quand vous avez une guerre d'usure, pour nous économistes, nous savons au départ que vous avez 1,5 à 2 points de pourcentage de croissance que vous perdez. Ouais. Parce qu'en fait, une guerre d'usure s'attaque au capital, sous tous ses quatre aspects. Le capital physique, dont les infrastructures, les équipements sont détruits. Et c'est un investissement important. Le capital humain, les personnes qui se déplacent, les autres qui meurent, des travailleurs qualifiés qui ont été formés sur 20 ans, 30 ans, obligés de fuir, qui fuient. Beaucoup qui meurent, même les militaires qui meurent, ils ont été formés. Et on a pris du temps, on a payé beaucoup pour y arriver. Donc c'est une perte énorme. Et maintenant, plus grave, le capital social qui repose sur la cohésion sociale, sur les relations, sur la confiance entre les peuples, et ce qu'on ne peut pas reconstituer en très peu de temps. Donc les guerres d'usure, les guerres intestines sont des phénomènes qu'il faut absolument combattre. C'est pour cela que je dis il faut trouver tous les moyens, vraiment tous les moyens pour arrêter ce truc. Quand on regarde seulement la région du sud-ouest, ce que ça apportait, pas pour les devises, parce qu'aujourd'hui on a un assèchement. On est au niveau de la CEMAC, on est à, je crois, 3 mois d'importation. Le taux de recouvrement des importations reste très faible. On a 3 mois à peu près. Dû essentiellement au fait que, vous savez, beaucoup, le cacao il vient, la banane il sort. Et ça, c'est des trucs qui nous donnent des devises. Au moment où il y a eu un retournement de tendance au niveau des prix de pétrole depuis 4-5 ans. Donc voilà, c'est des pertes énormes. Et moi je dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les choses soient si faciles. Élargir l'assiette fiscale ne demande pas un travail énorme. Non, pas du tout. On peut fiscaliser un peu plus. Et les mototaximens, et les taximens, et tout le monde. On peut fiscaliser tout le monde. Ceux qui créent la richesse, qui emploient des Camerounais, on devrait les laisser un peu plus liés. En fait, pour le moment, la fiscalité, elle est vraiment de type confiscatoire. Il faut revenir à cela. Il ne faut pas surtaxer l'activité, parce que c'est ça en fait. Quand vous avez une imposition très forte sur le chiffre d'affaires, vous voulez arriver à quoi? À la fin, qu'est-ce qui va rester? Donc, moi je dis élargir cette assiette fiscale. Vous avez parlé des exonérations fiscales. Bon, c'est aussi quelque chose, mais vous voyez que ça ne va pas générer 1 milliard de francs. C'est pas grand-chose. Donc c'est beaucoup plus élargir l'assiette fiscale, mais le faire le plus tôt. Mettre le ministère des PME au travail, mais ça veut aussi dire lui donner des affectations budgétaires conséquentes, parce que ce ministère, lui, on l'a oublié. C'est moins que le ministère des Affaires sociales. Oui, c'est moins que le ministère des Affaires sociales. Alors que c'est lui qui devait être au centre des opérations. En fait, il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez, aujourd'hui, le Cameroun affiche une très forte massification en termes d'investissement d'infrastructures. En 9 ans, c'est plus de 11 000
milliards de francs. Un peu plus. Beaucoup plus qui ont été investis dans les infrastructures. Mais regardez le rendement. Le rendement n'est pas là parce que justement, il n'y a pas un ministère qui gère les infrastructures. Un pays qui veut arriver à l'émergence a des choses à faire. L'émergence est adossée essentiellement sur les stocks d'infrastructures dans tous les pays du monde. La Russie, en 2024, veut arriver à 4-5% de croissance. En faisant quoi? 375 milliards de dollars vont être investis dans les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, ils sont à 1,5% de croissance depuis 4-5 ans. Pour impulser fortement la croissance, il y a un lien fort et significatif entre les actifs infrastructurels et la croissance économique. Ça, c'est indubitable. Quand vous regardez ce qui s'est passé au Kenya il y a 2 ans, ils ont lancé juste la ligne de chemin de fer Mombasa-Nairobi. Ça n'a pas créé seulement 50 000 emplois, ça a apporté 1,5 point de pourcentage de croissance supplémentaire directement. Donc, ce qu'on fait au Cameroun aujourd'hui, c'est très bien. Moi, je valide. Il faut continuer dans cette lancée, mais il faut arranger un peu les choses. Il faut un ministère en charge des infrastructures aujourd'hui. Il faut un ministère en charge de l'émergence. Parce qu'en fait, il y a un problème de coordination. Les politiques sectorielles ne sont pas suffisamment bien synchronisées. Allez, Denis Kobo. Je ne vais pas être méchant, mais je ne vois pas, moi je vois l'économie. Quand je vais dans mon champ, je cultive mon manioc, je sais comment on le cultive, je connais les coûts et les facteurs de production. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'experts et de techniciens sur papier au Cameroun. Techniciens et experts sur papier. C'est pour cela que on vous dit, ok, en France, le taux de taxation, c'est 34%. Ici, c'est 32%. On pense qu'il suffit de prendre ces chiffres-là, les aligner pour parler de l'économie du Cameroun. Le ministère du Commerce va au marché contrôler les prix du plantain. Ils peuvent se permettre de luxe de vous dire vous allez vendre votre plantain à 1000. Mais c'est pas d'où ça sort. Non, il ne sait pas combien coûte un régime de plantain. De transport. Il ne sait pas comment on transporte un régime. Il ne sait pas que le régime de plantain, parti de Yabassi pour Douala, c'est pas le même coup que celui qui est parti de Souza. C'est sur une route bitumée. Vous voyez que c'est comme ça que quand les gens vous taxent le chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on parle de synchronisation. Quand quelqu'un vous dit qu'il va vous taxer le chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il ne sait rien et le courage de le dire, ils ne savent rien de l'économie. Il faut dire quoi de le dire. Si tu taxes le chiffre d'affaires, ça veut dire que tu dois aller prendre les cours d'économie à la CIL. On ne taxe pas le chiffre d'affaires. Normalement. Et c'est parce qu'ils taxent le chiffre d'affaires qu'ils courent vers des secteurs qui ne sont pas en réalité très rentables. Celui qui a fait je dis 1 milliard dans une porcherie, c'est en termes de profit. Celui qui a fait 1 milliard à la brasserie ou à la savonnerie, c'est pour dégager 3 millions. Ceux qui ont de l'argent dans ce pays, ce n'est pas ceux qui portent les vestes et qui sont DGA et DAF de ceci. Ceux qui sont milliardaires, si c'était ainsi, c'est que le docteur Fauchivé serait multimilliardaire. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, alors je peux vous faire une colle, je vous demande de citer les 20 qui font l'économie camerounaise. Vous n'allez pas arriver à 20. Il n'y a pas 20 personnes qui font l'économie au Cameroun. Ils sont 10-15. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que l'économie. On pense que si vous êtes agrégé, vous connaissez l'économie, vous maîtrisez mieux que celui qui a créé une boutique. Alors, celui qui a créé une boutique sans être allé à la CIL parvient à nourrir des Camerounais. Alors, c'est pour ça qu'il faut poser ce problème-ci autrement. L'État du Cameroun, d'abord, s'arrange à être inutilement répressif. Parce que c'est contre-productif. Vous avez un opérateur économique. Il réclame 1 milliard à l'État. Les impôts viennent sceller sa boutique parce qu'il n'a pas payé les pénalités de 6 millions. L'État ne vous paye pas les intérêts sur l'argent qu'il vous doit depuis 6 ans, 7 ans. Mais c'est l'État, les impôts, c'est l'État. Ils viennent vous sceller. Le monsieur qui est allé à l'école et qui scelle une boutique, c'est-à-dire qui met un terme au fonctionnement d'une activité en attente d'un paiement, est-ce que lui, il a un cerveau? Il n'a pas un cerveau. Parce que si l'activité-là ne tourne pas, l'État ne gagnera aucun franc, l'État n'aura pas les 6 millions. Il faut créer un mécanisme qui fera en sorte, et c'est ça que les GICAM demandent.
Exact. Laissez celui qui crée la richesse créer la richesse. Organisez-vous pour prendre ce qui vous revient. Et à tout le monde. À tout le monde, bien sûr. Non, ils ne prennent pas à tout le monde. Ils ne prennent pas à tout le monde parce que, je vous dis, tout à l'heure, on a dit que c'est à hauteur des les pénalités, les répressions, tous les contrôles, tout le harcèlement. Ça rapporte 3,6%. On vous dit que les AMR, c'est plus de 1000 milliards. Plus de 1000 milliards. Parce que c'est fantaisiste. Un gars, il débarque dans votre boutique. Vous regardez les papiers, il dit non, attends. Vous ne pouvez pas nous dire qu'avec toute la bière qu'on boit au quartier là, vous n'avez pas produit pour 100 milliards cette année. Et voilà des Camerounais qui vous disent qu'en tout temps, on n'a pas bu au nord-ouest, on n'a pas bu au sud-ouest. On n'a pas accepté que la bière arrive là-bas. Ils ont plutôt perdu. Vous avez des stations-service au niveau du sud-ouest, du nord-ouest, qui ne peuvent pas fonctionner. Mais non seulement ces stations ne vont pas fonctionner, mais les opérateurs, les marketeurs doivent rapatrier tout ce personnel, les payer à pratiquement ne rien faire sur les régions, puisqu'il ne faut pas perdre ce personnel qui a été formé par l'entreprise. Alors, est-ce que, comme M. Kouaté dit, il faut aller à Harvard ou revenir du FMI pour savoir que voilà quelqu'un qui continue de payer les impôts, il est obligé de supporter des charges, non seulement de fonctionnement au quotidien, des charges patronales. Par conséquent, essayons d'aménager quelque chose pour qu'il continue de vivre. On dit, vous n'avez qu'à payer l'impôt, vous êtes un milliardaire. J'ai vu quelqu'un, un Camerounais qui venait de faire 2 milliards sur une activité. Et il s'est arrangé pour que cela ne soit su de personne. Parce que si cela est su, il est mort. Alors qu'ailleurs, si cela est su, on va le célébrer parce que voilà un. On va l'encourager parce que voilà un contributeur. On utilise le terme terre à terre pour dire qu'il ne s'agit pas de s'attaquer à tel ou à tel autre. Il s'agit de dire que les impôts, la douane, on n'a pas parlé de la douane parce que vous allez à Boya. Vous voyez, vous prenez une station-service quelconque, peut-être qui est scellée, ça c'est pas le cas, qui est scellée parce qu'on n'a pas payé 2 millions d'impôts. Entre-temps, il y a des fûts de zoazois, de faux carburants. Vous savez que dans le carburant que vous achetez, il y a une taxe qui permet de lutter contre la fraude, la contrebande. Mais où est-ce que la douane vit? La douane doit empêcher que le vendeur frauduleux de carburant, de sucre, de farine, de pâtes alimentaires viennent, n'est-ce pas, tuer l'activité de celui qui contribue dans les caisses de l'État. Alors, puisque l'État ne le fait pas, c'est pour ça que vous avez tout le monde. Moi, je vais, au lieu d'aller créer une usine pour fabriquer les bougies, j'importe des bougies du Nigeria ou de Centrafrique, je ne paye pas les impôts, j'ai envahi le marché. Et la douane ne sait pas que sa mission, c'est de protéger l'économie, c'est de protéger le tissu contre le contrebande. La douane pense que c'est d'aller entrer comme les souris dans les conteneurs au port pour fouiller. C'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est protéger l'économie. Et dans Fauchivé, justement, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui repenser le système fiscal du Cameroun pour que ce soit finalement un avantage, un atout pour le développement? Mais nous l'avons dit, c'est déjà d'élargir la base d'imposition. Et je reprends ce que j'ai dit, trop d'impôts tue d'impôts. Si nous voulons aujourd'hui faire en sorte que d'un côté nous ayons des grandes entreprises créateurs de richesses qui accompagnent l'économie, il faut les protéger. Comme nous avons dit tout à l'heure pour la douane fait des discussions avec ses partenaires. Essaye d'écouter ses partenaires. C'est déjà une voie. Et nous avons, avec le directeur Edwin Fongo, il est même en train de mettre sur pied maintenant une technique de revisiter la vente aux enchères, parce qu'en réalité, la vente aux enchères ne profite pas au Cameroun, mais ça devient une zone d'encombrement portuaire, ou déjà une zone encore de tricherie. Et donc il est là-dessus. Ça veut dire qu'il écoute des partenaires. Il faut que la DGRI écoute ses partenaires. Quand on parle de pression fiscale, il faut savoir. Et je crois que tout à l'heure, nous avons dit qu'on devait revenir dessus pour dire que même si le fond de la lettre du président du GICAM tenait, puisque nous parlons dans toute la table de la forte pression fiscale, il faut quand même dire que les forums comme le CBF est le lieu par excellence, puisqu'il est un moteur. Et en ce temps, les directeurs généraux qui participent à ces réunions
c'est là où le Premier ministre est assis, vous ne devez même pas le laisser sortir. Lorsque le ministre des Finances vient au JICA, vous devez faire en sorte que les journalistes, que vous dites que la discussion était par rapport à ce que disait le professeur tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas en face vos problèmes pour que les autres puissent prendre connaissance et participer, vous n'aurez pas de solution. Et en dernière analyse, il faut que derrière ces échanges que tantôt le ministre, tantôt le Premier ministre met à la disposition des hommes d'affaires, qu'on essaie de dimensionner et de mesurer. On ne peut pas, vous ne pouvez pas pondre une lettre contre le directeur de douane en janvier lorsque le budget est déjà en exécution. Il faut quand même être sérieux. Vous devez le faire entre le mois de septembre et le mois de novembre. C'est le chronogramme d'action. Sinon, c'est inutile. Sinon, là, cette lettre, puisque le budget est exécutoire. Donc, entre-tel, même s'il y a changement à la direction, ça ne va rien changer, puisque ça veut dire que le président du JICAM, tous les acteurs, créateurs de l'ICE se mettent en face et comprennent que une nouvelle orientation doit être donnée pour que de septembre à novembre, que la pression soit forte auprès du ministère des Finances, pour que le ministre des Finances vienne avec ses démembrements, la douane, les impôts, pour qu'on fasse donc une discussion claire pour préparer un budget qui sera présenté par le Premier ministre et entrer en exécution en janvier. Donc, je suis tout à fait d'accord pour le fond, mais la forme m'a gêné. En une minute, les deux économies, j'aimerais qu'on analyse rapidement le ratio entre les richesses collectées et entre les recettes collectées et la création des richesses nationales. En une minute chacun. On va commencer par vous, Edmond Crédit. Non, il faut avouer que l'accent devrait davantage être mis sur la création des richesses. Parce que c'est lorsqu'il y a création des richesses que forcément, il y a davantage de contribuables. Vous ne pouvez pas, c'est pour ça que je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas taxer le chiffre d'affaires, mais il faut amener les gens à créer davantage de richesses en élargissant l'assiette fiscale. C'est de ça dont il est question. Tant que vous allez mettre le point focus sur une cible singulière, ça dit que... Les gens vont... Et même quand il y a des créations de richesses, c'est des créations de richesses dissimulées qui ne sont pas comptabilisées. Alors il faut faire en sorte que les richesses, quand bien même elles sont créées, qu'elles soient comptabilisées et qu'elles participent justement à la solidification de l'assiette fiscale. Recettes collectées et richesses nationales créées, votre analyse? Oh, ben écoutez, vous savez, on a une situation qui est dommage, hein? C'est celle qu'on n'a pas évoquée, malheureusement, celle des APE. Vous savez que je suis contraire à vous, là. C'est des APE. Voilà, qui nous met dans cette situation aujourd'hui. Donc avec des recettes douanières qui n'existent pratiquement plus. Alors qu'il y a quelqu'un qui nous ramasse de l'argent dans tous les sens, déjà à partir de son franc CFA, et qui vient encore mettre en place un mécanisme qui étouffe la naissance de toute industrie dans la zone, y compris au Nigeria, parce qu'en fait, la porosité de nos frontières est telle que, une fois que tu admets les APE dans un de pays, les industries des autres pays aussi sont finies directement. Donc, vous voyez, moi je dis, les recettes, il pouvait en avoir un peu plus. On a répondu à vos questions. Élargir la base d'imposition, ça c'est extrêmement important. Je ne dirais pas seulement l'élargir, mais mettre en place des mécanismes qui permettent vraiment d'identifier qui fait quoi et encourager. L'impôt n'est pas là pour détruire. L'impôt est incitatif. Elle est incitative. Plus une entreprise vit, plus elle est disposée à payer des impôts. Et plus tu peux lui donner des allègements. Dans d'autres pays, quelqu'un a donné des taux d'imposition. Allez regarder ce qu'il y a au Botswana. Ouais. Vous allez fouiller. C'est vrai. Cap-Vert également. Cap-Vert.
Il n'y a presque pas d'impôts. Mais vous savez ce que c'est que le Botswana? C'est le seul pays, c'est le meilleur, qui ait fait toute la remontée en gamme dans la chaîne de valeur diamantifère dans le monde. Donc, c'est le paradis même de la croissance inclusive. Quand vous êtes Nodia ou Botswana, vous ne payez ni l'école, ni les frais de sanitaire, rien, vous ne payez rien, jusqu'à l'université. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens ont réussi justement à fiscaliser l'essentiel, toute la population, tout le monde est fiscalisé là-bas. Ça fait que personne ne supporte véritablement les impôts. En une minute, Denis Koboye, on sort de ce sujet. Sur le rapport, pas le ratio, le rapport entre les recettes collectées et les richesses nationales payées. Il faut que ceux qui travaillent à Yaoundé sachent que les recettes collectées là, c'est le fruit du génie, du travail des hommes d'affaires, des entreprises. Absolument. À ce moment-là, vous ne pouvez pas insulter l'intelligence des Camerounais en faisant en sorte que chaque jour, il y a pression sur les entreprises, pas pour augmenter les recettes de l'État, mais pour augmenter l'argent que les inspecteurs de impôts se mettent dans les poches. Et à sanction. Et à la fin de chaque trimestre, vous répartissez le fruit de cette escroquerie d'État, entre guillemets, escroquer d'État, vous escroquez les gens et vous répartissez, l'inspecteur reçoit sa part, le chef ceci, le ministre même reçoit. On dit c'est légal. Donc voilà une organisation fiscale qui est plutôt criminelle. On ne parle pas d'une personne. C'est criminel parce que vous ne pouvez pas aller faire la pression sur celui qui a produit sa chose. Prenons le français du quartier. Celui qui a produit dans sa boutique. Parce que vous avez mis la veste et la cravate, vous venez chez lui avec des pistolets, il paye l'impôt, vous repartissez, enfin il ne paye pas dans les caisses de l'État parce que l'impôt c'est pour remplir la fonction de répartition, c'est de redistribution. L'impôt ce n'est pas pour aller dire que le DGI a réussi l'exploit de collecter 1000 milliards cette année, donc c'est le meilleur Camerounais, il doit avoir le trophée de l'année. Et celui qui a donc produit cet argent, ceux qui reversent volontairement chaque année, 87% de vos recettes n'est pas célébré. Vous qui avez prélevé cet argent de force dans vos poches, vous partagez les pénalités au vu aussi de tout le monde. Alors que les pénalités aujourd'hui sont priorisées par rapport aux recettes. La direction générale des impôts préfère les pénalités aux versements normaux parce que la pénalité, quand vous recrutez, quand vous prenez plus de pénalités, vous avez les gratifications. Merci Denis Koboye. Ce que je voudrais dire, c'est que quand même, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas que mauvais. Il faut saluer par exemple ce qui a été fait par le ministre, l'actuel ministre des Finances. Je crois que c'est lui qui a mis en place le cadre de concertation secteur privé, pouvoir public. C'est lui qui a mis en place le cadre de concertation. Et d'ailleurs, le prof le faisait remarquer qu'en cela, le JICAM a produit une contribution très énorme qui a été, n'est-ce pas, validée à près de 71%. Vous savez qu'avant, la loi du finance, les gens s'enfermaient dans leur bureau à Yaoundé, ils décidaient n'importe quoi, et ce qui fait qu'il y avait toujours un hiatus entre, n'est-ce pas, la loi et l'implémentation de la loi. Ça a été validé, je vous compare, on a validé à 72%, mais ça n'a pas été pris en compte. Oui, c'est pour ça, non, quand ils disent validé, ça veut dire que dans les prochaines lois de finances, ça veut dire que, c'est pour ça que dans le chronogramme, il faut savoir, il faut un temps pour bien le rejeter. C'est ce qu'on a dit. Et maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est au directeur général des impôts de rendre efficient cet instrument. Pourquoi? Je suis toujours déconcerté par la légèreté avec laquelle on ferme les entreprises parce qu'il n'a pas payé. Non, mais c'est très grave. Moi, on ne cherche pas à comprendre ces difficultés. Par exemple, si vous prenez à Londres, vous savez qu'on ne ferme pas une entreprise à Londres. Mais non, c'est interdit. Parce que on ne ferme pas une entreprise à Londres. À Londres, ils ont un mécanisme qui fait quoi? Qui fait que lorsque une entreprise tombe en faillite, on fait une évaluation, un audit pour chercher à connaître le secteur, c'est-à-dire que à quel niveau, d'où vient la faillite. Oui, d'où vient la faillite. Et quand cela est identifié, l'État met à votre disposition
premièrement, les moyens pour relever ce pan-là, et ensuite un expert d'accompagnement pendant 2 ans. Vous avez 2 ans. Si c'était un problème d'argent, on met l'argent à votre disposition. Pas seulement l'argent, mais on met un accompagnateur à votre disposition. C'est ce que l'Allemagne a fait d'ailleurs pour être et seulement, on n'annule pas vos impôts, ce n'est pas ça. On l'échelonne. Et pendant les 2 ans, on voit votre production et maintenant on échelonne tout ce que vous devez à l'État. Vous payez et quand vous avez fini de payer, l'État retire son argent, c'est-à-dire que celui qui l'a mis à votre disposition, et on vous demande de continuer votre activité. C'est des exemples comme ça que nous devons copier. Au lieu d'être tout le temps en train d'aller copier les mauvais exemples et faire en sorte que les entreprises soient accompagnées, qu'on comprenne les difficultés des entreprises parce que les entreprises ne sont pas seulement des filous, mais les entreprises font face à des difficultés énormes qu'il faut tenir compte. Alors en un tour de table, chacun va dire un mot sur le dernier rapport de l'ONG Transparency International sur l'indice de perception de la corruption. Le rapport place justement le Cameroun à la 153e place sur 180 pays étudiés, comme pour dire que la corruption reste d'actualité au Cameroun. On va commencer par vous, Edouard Fauchivet. Comment est-ce que ça se manifeste justement dans le milieu des affaires, la corruption au Cameroun? La corruption est aujourd'hui un acteur de développement. Comment ça? Oui, c'est un acteur, puisque les gens préfèrent aujourd'hui, vous savez, quand on parle de corruption, ça veut dire... Développement de l'État, développement des personnes? Développement de personnes. D'accord. Quand je dis développement de personnes, nous sommes en train de parler aujourd'hui de la pression fiscale qui fait en sorte que le coefficient de gain au niveau de la croissance est complètement amorti. Mais quand on voit quels sont ceux qui gagnent derrière cette pression fiscale, ce n'est pas l'État. Voilà, et nous y sommes encore, ce n'est pas l'État. Ce sont les experts qui devraient normalement aller à la récolte et amener le flux au niveau de l'État pour une meilleure répartition, pour que chacun puisse avoir un gain. Mais malheureusement, il y a ceux qui continuent aujourd'hui, malgré la force de l'État à lutter contre cette gangrène, ça reste toujours. Nous avons la NIF, nous avons le CONAR, nous avons ceci, mais tous les jours, nous voyons, si ce n'est pas formalisé, on a arrêté, on a mis en prison. Rappelez-vous, il n'y a pas 2 semaines, on a vu 67. On a encore 67 fonctionnaires. Oui. Et c'est le lieu ici. C'est le lieu ici. En 2 mois. C'est le lieu ici de dire encore un merci au ministre Moutazé, parce qu'il nous... Oui, mais la question qu'on pourrait aussi se poser, c'est comment est-ce qu'en 2 mois, les fonctionnaires réussissent à distraire autant d'argent sans que personne finalement ne se rende compte pendant qu'ils le font. C'est pour ça que le système avait été monté de telle sorte que il devait toujours avoir tout part de l'informatique. C'est tout part de cette évolution. Et c'est pour ça que ça va continuer, malgré aujourd'hui la pression de l'État de frapper et de dire stop, ça continue. Vous voyez, quand le TCS a toujours les dossiers, nous pensions que la création, la mise sur pied du tribunal criminel devait ralentir, n'est-ce pas? Ça continue, tant au niveau privé qu'au niveau de l'État, et surtout au niveau de l'État. Parce que, comme disait Kwebo, ce n'est pas normal que les créateurs de richesse ne soient pas les plus riches, mais que les fonctionnaires de chez nous soient les plus riches. Edmond Kuete, on note justement au Cameroun l'absence de nombreux instruments du dispositif de lutte contre la corruption. On n'a pas de loi anti-corruption. On a l'article 66 de la Constitution qui n'est toujours pas appliqué. Est-ce que finalement l'État du Cameroun veut lutter contre la corruption? Mais c'est la question qu'on pourrait se poser, parce que vous avez parlé de l'absence, n'est-ce pas, d'outils, n'est-ce pas, dissuasifs. Non, disons qu'il y a. Parce que dit l'absence, je ne peux pas laisser, parce que... Vous allez parler de la CONAF, vous allez parler de la NIF. Oui, mais ça existe. Disons qu'il n'y a pas de véritable loi anti-corruption, Edouard Fauchivet. J'étais en train de dire quelque chose. Vous avez parlé de l'absence d'outils. Mais il faut encore remarquer que le peu d'outils qui existent sont rendus inefficients. Parce que vous allez me demander, par exemple, depuis sa création, est-ce que la CONAC ne fait pas un travail sur le terrain? La CONAC fait un travail sur le terrain. La CONAC fait même des rapports que nous lisons tous. Mais que deviennent ces rapports? Identifie même les niches de corruption, du moins les plus importantes.
Mais sauf que la CONAC, après, n'a pas, n'est-ce pas, est désarmée. La CONAC n'a pas... Ça dit que c'est un outil de constatation, ce n'est pas un outil d'action. Ils n'ont pas d'action à mener. C'est-à-dire, ils constatent. Mais sauf que, si c'est à cela qu'on réduit la CONAC, autant mieux ne pas créer la CONAC. Voilà, de la question, parce que les 25... l'État du Cameroun veut réellement, l'État du Cameroun qui a créé la CONAC veut réellement lutter contre la CONAC. That is the $1 billion of questions. Are we really, willing to fight against corruption? That is the $1 billion of question. Alors, et en cela, si on veut montrer une volonté réelle de lutter contre la corruption, peut-être faudrait-il munir la CONAC et les autres, la NIF et les autres, d'un certain nombre d'outils pour leur permettre de mener des actions. Je prends un exemple. Si, à la fin d'année, au lieu de nous pondre des rapports de constatation, la CONAC nous pond un rapport pour dire « j'ai fait » n'est-ce pas, embastiller 50 personnes dans tel secteur, 20 personnes dans tel secteur, et j'ai traîné en justice, aujourd'hui ils sont en train de répondre de leurs faits devant la justice, telles autres nombre de personnes, je crois que ça va avoir un effet, ça va refroidir les ardeurs des gens dans la corruption. Mais quand les gens savent que la CONAC est là juste là pour fait que la constatation. Pourquoi voulez-vous que les gens aient peur? Les gens ne peuvent pas avoir peur. Donc aujourd'hui, je pense qu'au-delà de certains instruments que nous avons mis en place pour constater, n'est-ce pas, l'effet dévastateur de la corruption, il faudrait qu'on mette en place de véritables instruments de lutte contre. Quand on dit instrument de lutte, ça veut dire que c'est un instrument qui a non pas seulement, n'est-ce pas, pouvoir de constater, mais qui a pouvoir d'action lorsqu'il est, n'est-ce pas, établi de manière au-delà de tout doute raisonnable que vous êtes convaincu d'actes de corruption. Il faudrait qu'il y ait une action coercitive qui puisse servir éventuellement. Denis Kobo, allez-y. Alors, j'ai quelques chiffres parce que je travaille sur la corruption. Toute l'Afrique pèse moins de 15% sur les trafics illicites internationaux. L'Afrique réunie, c'est moins de 15%. Et chaque année, dans le classement de Transparency, c'est les pays africains qu'on met en avant. Donc, c'est pour vous dire la vérité, les chiffres sont réels. C'est 15%. La corruption est une production du capitalisme. Il n'y a pas de corruption au village, dans un coin où les gens cultivent leur patate, la banane, ils échangent. La corruption, c'est quand on vous dit qu'on a scellé une entreprise, parce qu'elle doit 1 million à l'État. C'est lui qui est venu sceller à 150 000 de salaire par mois son patrimoine connu de tous les procureurs généraux du Cameroun et les 7 milliards. Ces 2 milliards, c'est que vous les citez. Et donc, là, quand les organismes comme Transparency travaillent pour le compte de qui? Travaillent pour le compte des agents internationaux de trafic illicite. Ceux qui financent. C'est juste les personnes qui sont là, mais le bailleur de fonds, c'est qui? Quand Soros est votre bailleur de fonds, l'un des plus grands criminels, quand il est votre plus... Vous faites quel indice? Ces indices-là, c'est pour contrôler le trafic illicite international. Donc ces indices, vous voyez que le Cameroun est champion cette année. L'année 2021, rien ne s'est passé en temps. On les met 7e. Après, on vous dit c'est le Nigeria. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on passe de la première place à la 7e? Donc, il faut... Sur le plan national des niveaux. Non, il n'y a pas la corruption nationale. La corruption nationale n'existe pas. Il y a les trafics illicites internationaux. J'ai fait, quand j'étais au quotidien le jour, une enquête sur la distraction de 2 tankers de pétrole au large du Cameroun. Et par semaine, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai eu droit à un droit de réponse payant. On a fait publier un droit de réponse payant. Pour dire que ce que j'ai vu, ce que je sais, parce que je suis régulièrement embarqué en mer. Je vois comment on dit, on exporte 70 000 barils au Cameroun. Je vois le nombre de tankers, comment les tankers partent. Je suis là, je n'ai pas dit qu'une source. Je dis, je pars en mer, je vois comment les tankers partent. Est-ce que le tanker là, c'est 70 000 barils? On met le droit de réponse, on remet un droit de réponse. Tout le monde connaît comment on distrait le pétrole. Est-ce que c'est M. Fauchivé ou M. Kouate qui partent avec les tankers? Et quand on parle de corruption, c'est le Cameroun. Ce n'est pas la personne qui est partie avec le pétrole qui est indexée, c'est le Cameroun. Donc il faut éviter cette affaire-là. Les banques
On a dit qu'on a distribué à des gens qui sont en prison pour avoir volé 100 milliards. D'autres sont en prison pour 70. C'est beaucoup de milliards. Cet argent-là, c'est un argent qui existe. Et c'est où? C'est dans quelle banque? On a volé l'argent à la BICEC, ici. J'ai travaillé dessus. On voulait me tuer. Physiquement, ça ne date pas de 2 ans, ça date d'1 an. On a voulu, si je n'étais pas dit que c'est à mort, qui a voulu me tuer? Ils ont voulu me tuer. La voiture était bonne. Non, ça c'est rien, ça c'est avant. Ils m'ont menacé physiquement. Mais je leur ai dit, monsieur le directeur, vous êtes un militaire. Peut-être que monsieur Biya ne sait pas que vous êtes un militaire. Vous êtes directeur de banque au Cameroun. Il ne sait pas comment un militaire réussit à être directeur de banque. Il a dit, et là il a compris que je le connaissais assez bien. C'est passé. On a volé 53 milliards. Nous avons retrouvé les traces de 53 milliards dans une école primaire en France. J'ai ces documents. Entre-temps, c'était les colonels de gendarmerie qui étaient à la BICEC le jour où on tenait des réunions, parce que vous savez qu'un patron de gendarmerie était là-bas. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a quelqu'un en prison. Ceux qui sont en prison sont ceux qui ont fait des fuites. Ils sont en prison. Les autres sont où? Ils sont dehors. L'argent du Cameroun, les milliards là sont en bas. Est-ce que la France ne sait pas qu'on ne peut pas virer des milliards du Cameroun pour une école primaire? Est-ce qu'une école primaire est une institution bancaire? Donc parfois, ça insulte les gens comme nous. Quand j'entends, c'est dis, mais attends, est-ce que ces gens veulent. On parle du, vous avez dit qu'on parle du Cameroun. Si vous voulez qu'on parle du Cameroun, on va parler du Cameroun. Vous savez comment? Non, vous terminez. On a eu l'affaire ici. Moi, j'ai eu l'affaire du Pidobi ici à la privatisation, à la mise en concession du terminal à l'époque. Vous savez ce qui s'est passé, les dossiers ont disparu dans les tribunaux. Donc quand on parle de corruption, les petits délinquants qui de temps en temps font comme leur maître. Prennent 100 000. Ils prennent 100 000, 200 000. On dit que le policier a pris 1000 francs. Un journaliste qui se fait acheter prend combien par rapport à un policier qui a pris 1000 francs seulement? Mangori, votre regard, la corruption au Cameroun, qu'est-ce que ça représente finalement? Oh, la corruption, c'est un problème, c'est un grand problème au Cameroun. Personne ne peut dire qu'elle n'existe pas. Son poids est énorme. Toutes les études sont concordantes. Il y a un minimum de 1500 milliards de manque à gagner dans les caisses de l'État. Et j'ai bien aimé que mon voisin ait parlé de ces questions. En fait, l'argent va à qui? À celui qui est corrompu, à celui qui corrompt. Bon, la corruption, pour l'arrêter, on connaît les mécanismes. Mais est-ce qu'on veut vraiment l'arrêter? C'est souvent ça la question, parce qu'en fait, la corruption, elle a 2 grands volets. Déjà, il faut retenir que c'est une taxe directe sur le revenu. C'est une taxe directe sur le revenu. Donc, une imposition qui tombe quelque part là, décrétée par quelqu'un. Maintenant, la corruption, elle a 2 formes. Il y a une forme centralisée. C'est elle qu'on combat aujourd'hui. On ne la combat pas sous sa forme décentralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on combat les réseaux. On ne combat pas l'individu qui prend 1000 francs, 200 000 francs. Aujourd'hui, on perçoit la corruption comme un truc pour attraper ceux qui circulent avec des milliards. Mais là, quand on arrive à ce niveau, on est déjà passé dans les cercles vicieux de la corruption. Maintenant, pour arrêter la corruption, il faut repasser au cercle vertueux. C'est-à-dire créer une situation qui est telle que et le corrupteur et le corrompu ont peur de commencer l'activité. Une fois que l'acte de corruption est banalisé, est accepté de tout le monde, ne choque plus personne, on est dans les cercles vicieux. Un pays comme le Rwanda ou le Botswana sont encore dans les cercles vertueux. La seule idée d'aller proposer la corruption à quelqu'un, personne n'a cette idée, parce qu'en fait, ça va engager des trucs. Le cancer, en fait. Oui, c'est très grave. Donc, il y en a beaucoup plus là-bas qu'ici. Mais en même temps, je soutiens ce que mon voisin dit, parce que la corruption, en fait, aussi,
elle a un violent escalon géopolitique, c'est-à-dire que la corruption, elle est organisée à un niveau beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Il y en a au Cameroun, mais la plus forte, et ça je dois vous dire, pour ce qui concerne le Cameroun, c'est organisé à partir de la France. La corruption, quand vous voyez tout ce qui se passe, je ne prends pas le franc CFA parce que tout le monde sait ce qui se passe. Vous avez un problème particulier avec le franc CFA? Il n'a pas un problème particulier. Non, je n'ai pas. C'est une réalité. C'est une réalité. Il est même devenu on l'a démocratisé. Le débat sur le franc CFA. Tout le monde en parle. Vous voyez, parce que c'est des criminocraties, ces États qui sont là. C'est des États qui sont là pour le crime. Essentiellement, c'est le crime total. C'est-à-dire, mais représentez-vous ce que les Africains de l'Afrique francophone ont perdu comme personne à la Première Guerre mondiale. C'est 66 000 personnes qu'on a mis à la première ligne pour détruire. À la Deuxième Guerre mondiale, 55 000. Donc vous combattez pour quelqu'un qui vient encore vous arracher vos terres et votre argent et tout ce que vous avez. Vraiment, la façade maritime. Mais la façade maritime qui vous arrache vos biens culturels, même vos masques. Vous savez ce que c'est qu'une industrie de masques, ce que ça produit? Un musée. Et vous savez combien d'objets d'art camerounais se retrouvent dans les musées français aujourd'hui. Donc, voilà, il y a une criminalité terrible. Merci, monsieur. Une phrase, je voulais dire qu'on a aujourd'hui la petite bourgeoisie bureaucratique. C'est-à-dire que c'est elle qui récolte les miettes de ces sous. C'est pour ça qu'on voit. Le gars qui prend la douane ou aux impôts, là, c'est les miettes. Les miettes. Mais la fiscalité, là, c'est eux qui ont fait notre fiscalité. Merci Denis Koubou. On sort de cette émission sur le forum qu'entendent organiser les anciens chefs d'État africains sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. La rencontre, il l'annonce au Kenya en avril prochain. On va commencer par vous, monsieur Edimo Mongori. Quel est le regard que vous portez justement sur cette initiative africaine, monsieur Mongori? Elle est bien. Je pense que le problème majeur, comme je l'ai dit tantôt, du Cameroun aujourd'hui, c'est les crises de toutes sortes, surtout cette crise sécuritaire. J'ai évoqué les effets sur le capital. Je n'ai pas parlé du capital financier, parce que lui, là-bas, c'est encore pire. Il y a un effet d'éviction totale sur les flux d'investissement direct étrangers. En fait, en temps de paix, il y a une perte de 7% dans ces transactions, mais en temps de guerre, c'est à 20%. Et donc, vous voyez que la guerre, c'est quelque chose, il faut vraiment l'arrêter, il faut l'arrêter. Merci. Initiative africaine plutôt que suisse. Est-ce que c'est possible que le régime des Yaoundé soit plus séduit par cette initiative africaine qu'elle ne l'a été? Aujourd'hui, vu la position où nous sommes, après nos analyses, nous avons vu que 3 régions ne participent pas aujourd'hui, n'est-ce pas, à la production. Il faut à tout prix, et nous avons encadré ça par ce principe de guerre. Il faut, comme on a fait au niveau du Grand Nord avec le Boko Haram, et qu'on a une lisibilité aujourd'hui, qu'au niveau de nos eaux, toute tentative ou contribution qui peut amener la paix est la bienvenue. Malheureusement, je dis, si les anciens chefs de l'État... On a envie de vous demander ce qui s'est passé avec l'initiative suisse. Donc, l'initiative suisse, si vous voulez, nous allons repartir encore sur la façade maritime. Nous ne voulons plus. Très bien. Donc c'est mieux de laisser... Revenons plutôt pour dire que ces anciens chefs de l'État, collègues du président Paul Biya, jouent un jeu franc. Parce que lorsque le cardinal Toumi a commencé à jouer un bon jeu, il y a une lettre qui a été pompée pour que même au niveau de l'église, qu'on ne le reconnaisse plus. Fixez mon regard. Je dis ça parce que l'industrie de guerre, autant nous parlons de la corruption, l'industrie de guerre bénéficie à certaines personnes. Ces chefs de l'État, s'ils sont de bonne foi, qu'il n'y ait pas de manipulation, pour, au lieu de venir aider leurs collègues aujourd'hui qui dirigent un pays, mais qui viennent plutôt trouver encore tout ce qu'il y a comme gain.
je m'arrête là et je voudrais, puisque je n'aurai plus la parole, sortir avec 3 petites affiches. D'abord au niveau de Douala, deuxième, pour dire... Je vous promets que vous aurez la parole pour ça. Alors, est-ce que cette initiative peut porter de meilleurs fruits que le grand dialogue national finalement? Sur le plan géostratégique, il faut avouer que c'est supposément une initiative louable. Parce que je peux vous dire que... Supposément. Parce que je ne connais pas le fond. Je ne connais pas le fond de leur, le moteur, le carburant qui anime cette initiative, je ne connais pas. Et donc, je ne peux pas me prononcer de manière péremptoire sur la question. Mais j'ai dit, au moins sur le plan géostratégique, c'est une initiative à saluer. Pourquoi? Je suis de ceux qui ont été très peinés et très malheureux de constater que je vous dis quoi, c'était 5 de nos chefs d'État africains sont allés à l'Élysée l'autre jour, s'incliner, s'agenouiller devant le président français pour le supplier d'envoyer 220 soldats supplémentaires en Afrique pour aller combattre le Boko Haram. 220, c'est ce qu'ils ont obtenu au terme de leur salam alek à l'Élysée. Je dis, c'est des choses qui au XXIe siècle, le prof a évoqué la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on peut encore en évoquer la colonisation et tout ça qui nous a déshumanisés, qui nous a, néantisés, tout ça, et qu'aujourd'hui encore, on soit encore en train de penser que le salut de l'Afrique passe par leur bourreau. Mais alors, de croire que notre bourreau d'hier va se convertir en messie d'aujourd'hui, qu'on soit encore à intégrer cela dans notre psyché, moi ça me pose un problème. Et donc je salue cette initiative africano-africaine qui voudrait que les chefs d'État aient ce sursaut-là lorsqu'un pays voisin est menacé. Si vous faites la liaison, c'est pour dire que je pense que comme dans le Sahel, c'est les Africains qui devraient s'unir pour dire quelle peut être la solution. Qu'on nous dise aujourd'hui, par exemple, que un groupe de bandits, parce que la question que personne ne s'est jamais véritablement posée, c'est de savoir qui sont ces djihadistes, ils naissent comment, on produit, il n'y a pas une industrie de fabrication d'armes au désert, et donc forcément il faut que quelqu'un leur donne de l'argent. Les gens qui à peine arrivaient à se payer un bout de pain hier, aujourd'hui sont suréquipés, surarmés, plus armés même que des armées conventionnelles et républicaines. Ça, personne ne se pose la question. Et donc c'est la même question qu'on devrait se poser lorsqu'il y a des crises comme des crises dans le Mozo, l'industrie de guerre. À qui profite le crime? Et donc s'il y a des initiatives africaines pour faire entendre raison de part et d'autre, je souhaiterais que ces présidents, s'ils sont sérieux dans leurs initiatives, qu'ils aillent d'abord vers les grands acteurs de cette opération, de cette guerre-là, c'est-à-dire les activistes qui sont à l'extérieur et qui pompent un peu chaque jour du carburant dans cette histoire, qu'ils aillent vers eux, les convaincre, discuter avec eux et qu'ils viennent vers également l'exécutif camerounais et qu'in fine, un compromis soit trouvé. Comment est-ce que vous analysez cette initiative des anciens chefs d'État africains sur la crise dans le nord-ouest et le sud-est? Ce sont des sous-traitants. Ce sont des sous-traitants qui n'ont ni titre ni mandat et donc ce n'est pas important. Quand vous voulez, oui, c'est comme ça. Moi, j'ai appris la négociation, la médiation. Et le principe fondamental en médiation, en arbitrage, c'est l'acceptation des arbitres ou de l'arbitre par les parties. C'est mieux que n'importe quel tribunal. Donc, quand vous dites que vous vous réunissez, vous avez réuni 500 personnes à Nairobi. Moi, je sais qui finance l'opération. Qui finance l'opération des... Je ne vais pas dire, vous savez, vous pouvez chercher, vous pouvez taper sur Internet, vous verrez qui sont les financiers. Vous savez qui sont. C'est-à-dire que c'est même des rigolos. J'ai été au Forum international de sécurité à Dakar à plusieurs reprises avec l'ancien chef d'État, dont Obasanjo, dont la seule activité aujourd'hui, moi j'allais dans son champ quand j'étais au Nigeria, mais la seule activité aujourd'hui c'est de faire cette sous-traitance-là. Par exemple, quand il y a une guerre, comme celle qui a été aujourd'hui, je vous ai dit la semaine dernière qui a été recyclée, la ligne de Yaoundé n'a pas changé. Et moi j'applaudis que lorsque vous êtes... Il n'y aura pas de conférence de Berlin 2, 3, 4, 5. Il y a eu ça une seule fois. Alors, on a un mandat
légitime sur ce Cameroun en tant que Camerounais pour diriger notre pays. Quand on dit, oh, moi je suis pas de ceux qui dirigent, mais les Camerounais, et même si je ne suis pas d'accord avec eux, c'est eux qui dirigent le Cameroun. Ce mandat-là est un mandat qui n'a jamais été refusé par personne. Ce n'est que les autorités établies au Cameroun qui ont la responsabilité de résoudre les problèmes du Cameroun. Alors aujourd'hui, depuis que la guerre a commencé à l'extrême nord, on n'a jamais vu des gens venir au secours du Cameroun. On a créé une force mixte multinationale, tout le monde a fui pour aller créer plutôt le G5 Sahel. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Cameroun et le peuple du Cameroun ont dit non au dirigisme occidental. C'est parce qu'ils ne peuvent pas venir faire ce qu'ils ont fait avec ceux qui peuvent aller à Paris, qu'ils envoient les sous-traitants faire une conférence à Nairobi, même pas en Afrique centrale, sur les questions liées au Cameroun. Il y a eu la Centrafrique. Pourquoi est-ce que, parce que la France avait une position sur la Centrafrique, il n'y a jamais eu une conférence à Libreville ou à Douala ou à N'Djamena sur la Centrafrique? Vous savez combien de personnes sont mortes là-bas? Il n'y a jamais eu, et continue de mourir, il n'y a jamais eu de réunion. Mais parce que le Cameroun est un morceau dur. Biya est obligé de nous suivre, nous les Camerounais. On lui a dit, on ne veut pas de tes arrangements avec tes anciens amis là. Et c'est pour ça qu'il suit cette ligne-là aujourd'hui. Venant de toi, je suis content. Oui, mais il suit cette ligne, il est obligé de suivre cette ligne parce que les Camerounais sont comme les Camerounais n'acceptent pas. Le jour où s'ils vont faire cette réunion ici, c'est là où vous allez savoir qu'en dehors du journalisme, il fait l'activisme. J'irai là-bas, je ne vais pas appliquer une gifle à ces gens parce qu'ils n'ont jamais compati à la douleur du Cameroun. On va à Nairobi faire une réunion. Vous allez faire à Nairobi et comment est-ce que le gouvernement, il y a un gouvernement au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci d'être venu. Merci à vous, monsieur Edimo Mongori. Merci également à vous, monsieur Edmond Kouyaté. Merci à vous, Edouard. Je disais merci pour dire que Douala 2e a commencé hier et c'est. Tout le Cameroun est en campagne. Oui, beaucoup plus pour encourager la tête de liste, Denise Fampou. Parce qu'elle a su apporter une contribution et à quelqu'un de particulier, parce qu'on a vu un militant qui est parti de la base, arriver jusqu'au président de la section et les candidats aux législatives à Boli Sud, Emmanuel Pongo, pour dire que nous sommes ensemble. Et il y a quelqu'un qui a perdu depuis des années sa mobilité et qui apporte une contribution, Tony Emmanuel. Merci Edouard Fouchivet d'avoir accepté notre invitation, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'émission est diffusée ce soir et demain lundi, la session à faire pour les se retrouve dès Quand lui est avec quoi ouais, monsieur Kouyaté, on l'a déjà C'est même la littérature. Si monsieur Fouchivet. L'émission sur